justement, nous allons continuer cette discussion avec Benjamin Coria, coordonnateur avec Tristan Auvray de l'axe mondialisation, régulation, innovation, avec Emmanuel Lallemand pour l'axe penser la ville contemporaine, avec Philippe Bouquillon, coordonnateur de l'axe art, industrie de la culture et création, et Dominique Mémy donc est absente pour l'axe corps, santé et société. Néanmoins, elle a rédigé un document que je vous lirai. Voilà. Donc peut-être qu'on commence par soit l'axe 1, mais on n'est pas non plus obligé. Oui, d'accord. Donc oui, on va commencer par l'axe 1. Donc du coup, Philippe... Ou sinon peut-être par l'axe de la mondialisation, parce que c'est quand même l'axe qui a introduit cette thématique, donc ça me semblerait peut-être plus logique. Oui, bah, vous êtes OK, Benjamin ? C'est Tristan Auvray qui est le nouveau coordinateur qui va intervenir. Éventuellement, je compléterai. Hein. D'accord, OK. Alors, je pense que Tristan doit être quelque... Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien, Tristan. Très bien. Oui, alors moi, je voulais intervenir sur 2 points ici, sur la question des biens communs en eux-mêmes, mais aussi sur ce que ça implique sur les résultats de ce colloque sur les axes de la MSH plus généralement. Alors tout d'abord, sur la question des biens communs, il m'a semblé qu'il y avait vraiment un fil conducteur dans toutes les présentations qu'on a vues hier, du matin jusqu'à l'après-midi sur la santé. C'était la nécessité de penser l'articulation entre les biens communs et la puissance publique. Ça, on l'a vu par exemple avec la présentation de Corinne Bercher, comme l'a rappelé Philippe Bouquillon, c'est la pérennité des biens communs. Aujourd'hui, recherche l'appui de la puissance publique dans bien des domaines. Alors, bien sûr, c'est pour lutter contre la carence de la puissance publique que sont développés les communs, comme l'a rappelé Benjamin Coria tout à l'heure, avec l'accord sur le climat, où c'est les villes des États-Unis qui s'engagent à rester dans les accords de Paris, alors que les États-Unis veulent en sortir. Et je pense qu'il faut vraiment, il y a vraiment des travaux encore à mener sur l'articulation entre ces 2 points-là. Et ça fait aussi écho à la présentation de Anna Sophia qui précisait qu'il y avait un enjeu là dans le cas de la Silo hier qu'elle a présenté, notamment celui du changement de municipalité. Parce que une communauté qui réussit à faire comprendre à une municipalité qu'elle doit gérer avec une communauté le bien public qu'elle possède, il y a un risque si la communauté du jour au lendemain décide de plus payer l'électricité du lieu, ça met à mal toute la communauté, bien évidemment. Donc là, il faut penser les institutions qui permettent d'articuler dans le temps long et de manière pérenne communs et services publics, parce que les biens communs ne doivent pas être le pansement mis sur le recul des services publics, comme ça a été montré hier aussi par Frédéric Pierru. La santé comme bien commun, c'est surtout un mot d'ordre qui est un peu vide de sens tant qu'on ne précise pas en quoi la santé peut faire commun. Et donc, ça ne doit pas être seulement un pansement mis sur le recul des services publics, il doit y avoir encore une réflexion sur l'articulation entre les deux. Ensuite, sur les axes de la MSH plus généralement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le colloque d'hier, c'est l'interdisciplinarité. On a vu les véritables complémentarités qu'il pouvait y avoir entre le droit et l'économie, aussi avec les développeurs de logiciels comme Faust. Là, on voit toute la richesse vraiment de l'interdisciplinarité qui va avec l'interinstitutionnalité aussi, puisque vu comment est structurée la recherche française aujourd'hui, il y a des labos de droit, des labos d'économie, etc. C'est moins par objet. Donc ça, c'est vraiment le point fort aussi de la MSH que de permettre ces développements. Mais il y a aussi un troisième I que met souvent en avant la MSH, c'est l'internationalisation. Et là, c'est un petit peu le point de critique que je pourrais avoir vis-à-vis de tous les travaux que vous avez faits dans le programme en commun, par exemple, ou que vous avez présenté hier, c'est que il me semble que vous êtes arrivé à un point d'aboutissement théorique inégalé sur les biens communs. Et le problème, c'est sa diffusion. Je trouve ça dommage, étant donné l'effervescence qu'il y a autour des biens communs partout dans le monde,
que les débats que vous avez développés autour des biens communs restent franco-français. Et là, je pense que la MSH a un rôle à jouer important dans les appels à projets, notamment en permettant l'invitation de professeurs invités internationaux ou d'acteurs des biens communs, par exemple, à l'international, ou aussi dans la traduction de résultats comme ceux que vous avez pu mettre en avant dans le programme en commun. Ça, c'est le premier point sur les actes de la MSH. J'en ai encore deux autres. Un sur la nécessité de poursuivre la critique des institutions du capitalisme. Bon, Fabienne Orsi l'a dit, on connaît bien les critiques qui sont faites sur la privatisation des systèmes de santé depuis des années. Mais il y a un tel renforcement aujourd'hui de ces dynamiques délétères en termes d'inégalité. Moi, dans mon domaine, c'est dans la finance internationale, on arrive à un point de concentration financière. Il y a tellement à faire encore sur la compréhension de ce qui se passe dans la destruction, justement, de ce qui faisait les services publics, qu'il faut continuer la recherche dans cette dimension, je pense. Et enfin, aller dans le caractère prospectif en partant du réel, comme l'a fait le programme en commun, par exemple, mais aussi qu'on poursuive la critique de la défaillance des institutions publiques ou de la critique des institutions du capitalisme. Et enfin, donc de manière un peu plus prospective, j'ai bien aimé aussi la conclusion d'Anna-Sophia hier, qui a montré comment les communautés qui géraient les biens communs permettent le développement d'autres expériences sociales qui ne peuvent pas être réduites à des biens communs, mais qui sont très intéressantes pour des recherches futures, par exemple pour la MSH. Et notamment, je pense, elle a fait mention de les consultations citoyennes sur les dettes publiques, à partir d'audits sur la dette publique qui seraient illégitimes et qui émergent souvent des communautés qui mettent en gestion les biens communs. À Naples, des personnes qui questionnent l'illégitimité de certaines dettes publiques sont celles qui ont mis en gestion la silo, justement. Et là-dessus, ça peut traverser tous les axes de la MSH. Il y a une dette publique spécifique à la santé aujourd'hui qui est très rentable pour les investisseurs parce qu'elle est assise quand même sur les cotisations sociales, par exemple. Et sur la question de la légitimité de la dette publique, il y a beaucoup à faire de manière interdisciplinaire sur, par exemple, avec des juristes qui peuvent nous expliquer comment on peut réfuter certaines émissions de dette publique qui ne correspondraient pas à l'intérêt général. J'ai déjà lu des travaux là-dessus et je pense que là, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Voilà. Merci Tristan. Benjamin, vous voulez intervenir ou pas? Benjamin ? Oui, juste un mot. Je remercie Tristan et je trouve que ses remarques sont extrêmement pertinentes, toutes. J'insisterai peut-être, moi, juste sur un point dans ce qu'il a dit, c'est effectivement l'international. Je suis assez d'accord avec Tristan. Je pense qu'en France, d'une manière générale, on a poussé la discussion sur les biens communs peut-être davantage qu'ailleurs, la formalisation, la conceptualisation, etc. Et c'est vrai qu'il y a un travail de promotion, si je peux dire, de ces productions de recherche et de discussion avec nos collègues étrangers. Alors, c'est vrai que la MSH peut jouer un rôle là, c'est vrai que la MSH peut jouer un rôle. Le prochain séminaire sur les communs, ça serait bien qu'il ait une composante internationale beaucoup plus forte et qu'on ait par derrière la publication de numéros spéciaux dans des revues anglo-saxonnes. Voilà. Donc, parmi tout ce qu'a dit Tristan et que j'approuve complètement, j'insisterai peut-être sur ce point parce que c'est celui qui est le plus à même pour la MSH où elle peut jouer un véritable rôle. Et du coup, si j'ose dire, elle se montrerait elle-même à l'international. Voilà. Merci Tristan et j'attends avec intérêt la suite de la discussion. Oui, effectivement, vous pouvez aussi, du coup, déposer un projet
pour des séminaires internationaux, que dans le cadre de l'appel à projet de la MSH, ça serait une des modalités possibles. Bon, on va y penser sérieusement. Merci. Qui veut prendre la parole ? Philippe ou Emmanuel ? Si Emmanuel veut, comme vous voulez. Bon, pour la ville, pour l'axe ville plutôt ? Oui. Je pense que ça peut. Tu peux éventuellement effectivement rebondir sur la question de la citoyenneté, le rôle des citoyens. Oui, en fait, quand je revois un peu l'axe, l'axe ville dont je m'occupe, penser la ville contemporaine, je vois effectivement pas mal de fils à tirer à partir des discussions issues de cette journée de colloque et de ce qui s'est dit ce matin. C'est-à-dire, l'axe, pour l'instant, c'est un axe très simple et qui serait aussi à redynamiser d'ailleurs, c'est une question bête, c'est quels sont les processus de production de la ville et qu'est-ce qui fait ville et en quoi, quand ça fait ville, ça fait société, si on veut être très, très simple. Pour l'instant, il y a 4 sous-thèmes dans cet axe. La question mémoire et territoire qui interroge les questions de patrimonialisation. Il y a la question de la mondialisation comme deuxième sous-thème, puis le sous-thème logement et habitat, et enfin une approche critique de ce qu'on appelle la ville durable. Donc, moi, je trouve que dans cette idée de s'intéresser au processus de production de la ville et non aux entités, je trouve que l'approche par les communs, elle est non seulement fertile, mais elle peut être puissante pour repenser des choses. Ça peut permettre justement de repenser tous ces flottements qui sont caractéristiques de la production de la ville aujourd'hui, entre public-privé, entre usage privé, usage public, ces nouvelles formes de gouvernance, les manières dont effectivement certains lieux, plus que d'autres, sont éligibles à être des communs. Du coup, dans cette idée de toujours s'intéresser au processus de production de ce qui fait ville, je trouve que la grille des communs, elle est particulièrement stimulante. Donc je me dis qu'un impact sur l'axe le plus évident, ce serait, mais je n'en suis pas du tout sûre, mais en tout cas d'intégrer un vrai trend qui serait les communs urbains, ce qui serait la chose la plus évidente, peut-être la plus simple, celle qui vient à l'esprit de manière assez naturelle. Donc peut-être avec une dimension comparative, puisqu'on a parlé de cette dimension comparative, internationale, des cas français mais aussi internationaux, ne pas penser les communs qu'à partir d'une lecture, on va dire, endogène, mais peut-être aussi en voyant, et ça recouperait l'axe, le thème sur le sous-thème de l'axe ville sur la mondialisation, comment des expériences dans le Sud peuvent permettre aussi de repenser des expériences dans les Nords, comment les Suds permettent de repenser aussi des expériences dans le Nord. Donc ça, je me dis, voilà, ça peut être effectivement une manière de se servir de cette grille de lecture pour engager une réflexion plus thématique sur les communs urbains dans cet axe sur la ville. Plus généralement, je le disais tout à l'heure, cette question de commun et espace public, liée à la crise du Covid, mais pas seulement, en répondant peut-être à cette question, en stimulant un séminaire peut-être, quid du commun quand il n'y a plus d'espace public, c'est-à-dire un espace public qui n'existe plus dans un contexte de crise sanitaire par exemple, mais dans un contexte plus large où on rogne sur les libertés publiques. C'est-à-dire un contexte effectivement social et politique plus général. Et du coup, des communs qui sont considérés peut-être comme tout le temps des formes de remise en cause, de contestation, voire de mobilisation, et non pas comme des actions, des pratiques qui concourent à la fabrication de la ville en général. C'est-à-dire comment ils sont toujours relégués à cette idée de remise en cause, de contestation, voire de mobilisation. Donc ce serait voir aussi la dimension politique des communs et du coup, on serait plus dans une idée de ce qu'on a essayé de faire avec Fabienne dans la table ronde, c'est-à-dire plus seulement la ville, mais comme on passe de la ville à la cité. Donc comment les communs permettent de passer non pas seulement des questions urbaines, de fabrication urbaine, de production de la ville dans ses dimensions, certes matérielles et symboliques, mais qui restent urbaines, mais comment on passe effectivement à une dimension plus production, ce qu'on appellerait la cité. Du coup, je me dis effectivement que la question, on en a déjà parlé tout à l'heure, d'essayer de tirer le fil de cette sociologie des commoners, c'est-à-dire documenter un peu ces communautés. Je pense que ça se fait déjà,
mais participer à une sociologie de ces réseaux et aussi peut-être des effets, peut-être aussi un peu d'avoir une approche un peu critique de ces réseaux. On parlait tout à l'heure d'interconnaissance très forte, voire d'entre-soi, voire de gens qui, dans ces initiatives qui sont très locales, comment ça produit aussi une façon de faire venir des gens de l'extérieur qui vont avoir un impact sur des territoires dans lesquels ils ne sont pas issus, et comment les populations du territoire, justement, elles prennent ces choses, comment elles les considèrent, quel est l'impact sur elles. Après, effectivement, il y a ces questions d'échelle dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Peut-être aussi, effectivement, ces questions d'élection de lieux, c'est-à-dire quels sont les lieux, quelles sont les villes, quels sont les espaces qui sont questionnés par ça. Est-ce que ce sont des espaces toujours menacés par la marchandisation? Est-ce que ce sont des délaissés urbains? Est-ce que ce sont des espaces en voie de mutation, notamment par des grands événements, des espaces en train d'être aménagés, de subir ces grandes mutations? Est-ce que tout le temps, en tout cas, ce qui me fait penser à la ville, c'est que est-ce qu'on est tout le temps dans des situations d'urgence? C'est-à-dire, et ça permettrait de croiser cette question effectivement de quels espaces, mais surtout pour quel temps de la ville et pour quel usage qu'on fait des temps de la ville. C'est-à-dire des situations d'urgence où on vient contrecarrer une forme de marchandisation extrêmement rapide d'un espace, d'un lieu, mais en même temps avec une dimension, en tout cas une volonté de créer quelque chose de manière pérenne, par exemple en préservant un caractère patrimonial sous une autre forme qu'est la patrimonialisation habituelle qu'a connue la ville depuis des décennies. Donc les effets durables que ça peut avoir. Toujours dans cette idée-là, peut-être voir et organiser peut-être des séminaires ou en tout cas poser cette question de est-ce que la ville comme régime de densité justement des interrelations, est-ce que c'est facilitateur d'initiatives de commoners ou est-ce que c'est justement un frein? C'est-à-dire, est-ce que justement par le régime de densité, ça va faciliter parce qu'il y a du monde et qu'il y a une mobilisation des gens qui est possible, ou est-ce qu'au contraire, le régime de la ville qui est notamment caractérisé par une forme d'anonymat peut être un frein justement à ces initiatives-là? Donc frein ou facilitatrice, ça pourrait être intéressant. En tout cas, montrer comment il peut y avoir une caractéristique urbaine qui serait effectivement que ça peut révéler un certain nombre d'ambiguïtés sur les communs dans une approche aussi un peu critique. Et puis, là, vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse aussi, c'est de tirer le fil des méthodes, un peu de posture, d'épistémologie aussi à l'œuvre dans ces approches des communs, et notamment quand ils font le lien entre ville et la cité plus généralement. Voilà ce que je dirais pour l'instant sur ces questions pour un sujet que je ne connaissais pas au départ. Je suis absolument pas une spécialiste et ça se voit des communs, mais comment je peux le rattacher à des problématiques qui sont celles effectivement de l'axe Penser la ville contemporaine, en lien avec les autres axes évidemment, comme on le fait. Merci Emmanuelle. Je vais passer du coup la parole à Philippe Bouquillon pour l'axe 1, art, industrie de la culture, création. Merci Marianne. Voilà, en préambule, je voudrais dire que combien je m'inscris dans ce que mes prédécesseurs viennent de dire. Je crois qu'ils ont dessiné finalement un triptyque et qui pourrait guider les réflexions, en tout cas pour l'axe 1 et dans les perspectives de collaboration avec les autres axes. Un triptyque qui comporte une série de tensions. Alors, le premier point, c'est évidemment la question de la transnationalisation, mais aussi du local. Et voir justement comment, du niveau global jusqu'au niveau local, des interactions se déploient. Et voilà, ça c'est un premier point. Le second point, Tristan a beaucoup insisté, c'est poursuivre la critique des institutions du capitalisme. Alors, notamment dans l'axe 1, lorsqu'était apparu le mouvement du Web 2.0, on l'avait relié bien évidemment
à une reprise par les institutions capitalistes des activités du numérique en tentant eh bien de leur refaire une nouvelle image après la crise du début des années 2000. Donc là, on voit finalement comment cette question est à reprendre autour des questions de plateforme, autour des questions d'algorithmes et bien sûr autour des questions des infrastructures du numérique. Et puis le troisième élément du triptyque, c'est la question de l'espace public. Emmanuel a insisté, la question de la citoyenneté, Benjamin y est revenu. On voit que là aussi, il y a un élément qu'il faut articuler, associer pour étudier les logiques de tension avec les deux premiers. Alors, cela étant dit, au niveau de l'axe 1, je crois qu'on peut d'abord se poser des questions au niveau de chaque thème. On voit par exemple combien dans chacune des sous-thématiques la question des communs peut apporter. On l'a vu à travers la question de la création, de son industrialisation dans le thème A de l'axe 1. Et je pense qu'on pourrait reprendre ça pour différents thèmes. Ça nous montrerait aussi, deuxième point toujours interne à l'axe 1, combien il serait intéressant peut-être de relancer des thèmes. Il y avait auparavant un thème sur la sociologie de la communication qui, pour certaines raisons, a été arrêté. Là, on voit bien qu'il faudrait le reprendre, mais bien évidemment sur des thématiques renouvelées, peut-être dans une perspective interaxe. Je crois que ça a été dit par plusieurs d'entre nous. Là, il y a toute une sociologie à faire et qui, pour l'instant, nous manque, en tout cas au niveau de l'axe 1. Et puis, bien évidemment, toujours en interne à l'axe 1, on voit que c'est une thématique qui peut relancer un décloisonnement entre les différents thèmes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas le reprendre, par exemple sur le lien entre industrialisation et création. Les jeux entre ces deux polarités, voilà. Là, c'est vraiment des questions interthèmes au sein de l'axe 1. Mais surtout, la thématique des communs, elle nous pousse à des collaborations avec d'autres axes, et je pourrais citer peut-être trois terrains. Le premier terrain, c'est évidemment celui des plateformes et des algorithmes. Alors, on a présenté hier le projet TAPAS, mais au sein de l'axe 1, il y a aussi des travaux sur des plateformes que nous qualifions parfois d'alternatives aux grandes plateformes dominantes. Et là, il y aurait sans doute moyen de croiser les efforts. Alors, notamment en direction de la question de la dénumérisation. On voit que c'est une question importante, y compris dans les plateformes qui s'intéressent aux questions culturelles. Il y a des plateformes qu'on pourrait qualifier, qui ne sont pas des communs, mais qui en même temps s'inspirent de certains des principes du commun, et d'ailleurs qui peuvent en user pour après essayer de se positionner comme un intermédiaire, parce que justement elles sont capables, mieux que des algorithmes, de jouer un rôle de recommandation. Je pense par exemple à ce que peut faire Sens Critique, qui a racheté Popcorn, et voilà, qui est une façon de se positionner auprès des grands acteurs de la SVOD dans l'audiovisuel. Toujours autour des questions de plateforme, il faut certainement mettre en place un programme de recherche autour des questions de géopolitique, de la question de la souveraineté numérique, de la façon dont les communs interrogent la domination de quelques acteurs extrêmement concentrés, soutenus par les acteurs dominants de la sphère financière, et qui tiennent les infrastructures, qui sont aussi des acteurs essentiels dans la production des algorithmes. Troisième terrain autour des plateformes, c'est la façon, et là je reprends d'une expression d'Emmanuel, dont les plateformes finalement font du local, s'inscrivent dans des terrains locaux. Là aussi, c'est une thématique interaxe qu'on pourrait mettre en œuvre.
Deuxième grande thématique interaxe, elle existe déjà. Là, je pense aux travaux que conduit Pascal Petit autour du groupe ACERT et des membres de l'Axe 1 y participent. C'est la façon dont les industries créatives sont insérées dans différents enjeux de développement dans les pays du Sud et en particulier dans les petits États insulaires en développement. Avec derrière, bien sûr, la question de l'environnement. Voilà, donc là aussi, lien entre le transnational et l'hyperlocal dans les Suds, c'est une thématique qui pourrait être relancée. Troisième thématique interaxe, elle concerne peut-être plus particulièrement cette fois-ci l'axe de la ville ou de la cité, comme insisté Emmanuel, c'est la façon dont finalement ces lieux culturels, ces tiers-lieux, pour dire vite, développent des actions et des questionnements qui vont remettre en cause tout l'appareil culturel qui s'est mis en place depuis les politiques en France de démocratisation, de décentralisation. Donc là, je pense qu'il y a une tension qui serait étudiée, qui était d'ailleurs au programme de l'appel qui avait été lancé avec Pleine Commune et que nous pourrions relancer. Ça renvoie aussi aux questions de localisme qu'a mis en avant Emmanuel Lallemand et qui est une question aussi importante pour l'Axe. Voilà, donc on le voit, des perspectives tant à l'intérieur de l'Axe que pour des collaborations avec les collègues des autres axes. Merci. Merci Philippe. Donc, je vais donc lire le texte rédigé par Dominique Mémy et qui se reprend les impacts, selon elle, des discussions sur son axe, l'axe qu'elle coordonne, corps, santé et société. Donc, je lis ce texte que je découvre au moment où je le lis. Voilà. Donc, ce type de colloque permet de doubler, en quelque sorte, par l'extérieur, l'histoire de nos propres objets. Je m'explique. Le présent colloque a fourni notamment une chronologie propre de l'histoire des communs, qui pourrait bien recouper celle des services publics de santé. Pour le dire autrement, ce colloque a permis d'objectiver le développement le plus récent, dans l'histoire au XXe siècle finissant, du rapport de force entre la privatisation du collectif et les résistances qu'elle fait naître et au sein de laquelle est prise en fait l'histoire des services publics. Au centre de cette chronologie, en gros, le moment névralgique des années 80. On y voit apparaître à la fois des phénomènes massifs de privatisation, brevetabilité du vivant et des logiciels, offensive à l'égard des services publics, et le tout début des résistances qui lui sont opposées, à savoir le colloque de 83 où apparaît Holstrom, ou encore les propositions de mise en commun des logiciels, le copyleft contre le copyright. Évidemment, la défense des communs se fait exponentielle, surtout avec les années 90 et 2000, comme on le voit avec l'introduction en Italie des beni comuni en 2009, suivie par le référendum sur l'eau 2 ans après, la création des Fab Labs en 2010, le pivotement du récit de l'AFD en 2015 ou l'introduction dans le droit en 2016 de la possible destination environnementale des propriétés foncières privées. Or, les années 80, en tout cas, c'est aussi le moment d'échec et d'exténuation de la défense des services publics en France, avec l'arrivée au pouvoir des socialistes et leur offensive massive contre les services publics en Angleterre et aux États-Unis, avec l'offensive néolibérale menée par Margaret Thatcher et Donald Reagan. Tout se passe comme si le travail sur les communs constituait une sorte de relève de la résistance à la décollectivisation des biens collectifs, mais avec ses intellectuels propres et surtout ses représentations propres très particulières.
Exemplaire à cet égard, le pivotement idéologique de l'AFD, quand son référentiel passe des biens publics mondiaux aux biens communs globaux, avec une sorte de repli alors sur le territoire, le local, les savoirs et usages indigènes, alors que la lutte pour la défense des services publics n'avait que peu porté cette dimension. Bref, la production scientifique et idéologique sur les communs serait-elle l'expression du désespoir, mais aussi de l'espoir face à un avenir promis au bien public? C'est une question. Le colloque permet donc de repousser les limites des analyses de chacun pour mieux les contextualiser. Montrer le caractère daté et situé de l'intérêt sur les communs permet de mieux comprendre la dynamique générale de la défense du public. Inviter l'axe 2, consacré aux questions de corps et de santé, à essayer de penser la santé en termes de communs, c'est en quelque sorte inciter les spécialistes des communs à réfléchir à nouveau frais, à l'avenir des services publics. Mais le colloque permet aussi d'objectiver 5 autres résultats communs à nos différents travaux. Premièrement, la multiplicité et la diversité des atteintes au commun en général et à celui de la santé en particulier. Privatisation du soin, privatisation de sa prise en charge financière par la promotion des complémentaires santé partout dans le monde, surveillance par des technocrates de la rentabilité de l'hôpital et puissance croissante du Big Pharma. Chaque offensive fait certes partie d'un tout, mais mérite un examen serré. Deuxièmement, la permanence évidente d'une très forte tension aujourd'hui, présente dans le quotidien des acteurs sociaux, entre une représentation rémanente mais vague, selon laquelle il y a du commun, et la tendance à la marchandisation de ce commun, qu'il s'agisse de la santé ou de l'environnement. Troisièmement, l'inventivité, parfois des profanes, pour, malgré les normes et injonctions officielles, recollectiviser la vie ici ou là, avec la fabrication collective des masques et des visières, avec l'activité, voire l'exposé d'hier de Mattei Georgiou, avec l'activité collective dans l'asilo à Naples, relative à l'enquête d'Anna Sofia Alvarado, voire les regroupements familiaux ou surtout amicaux de ceux fuyant le Covid, relative donc à l'enquête de Yankel. Quatrième point, l'inventivité, surtout des professionnels, pour recollectiviser l'activité sanitaire en maintenant envers et contre tout, à l'hôpital public, les visites familiales ou les réunions entre services, voir l'exposé de Jean-Christophe Weber. Cinquièmement, les résistances des plus hauts niveaux de gouvernabilité en ces matières, une résistance de l'État compensée parfois par les collectivités locales, voire l'exemple de la commune de Naples venant à l'aide de l'expérience de l'asilo à Naples. D'où une incitation à intégrer constamment à toutes nos analyses ces différents acteurs en raison précisément de leur inventivité en matière de bricolage sociétaux pour résoudre les contradictions auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés. Bref, ce colloque a permis, de mon point de vue, donc du point de Dominique Mémy, à la fois un décentrement positif et des rencontres inattendues. Voilà, donc je clôt ce texte de Dominique, qu'on remercie d'avoir rédigé. Merci Marianne pour la lecture de ce texte. On peut demander à nos participants s'ils veulent réagir et échanger encore un petit peu, sinon on sera peut-être amené à s'arrêter un peu plus tôt que prévu, mais ça n'a absolument aucun caractère de gravité. Donc, est-ce vous avez quelques réactions ou pas? Guilherme? Oui, moi je veux bien dire un mot. Bon, écoutez, moi je suis enchanté. Hein. Donc, on m'entend là, ça va? Attendez, on va vous mettre à l'écran, Benjamin, ça y est. Oui, donc je voulais juste dire un mot pour dire que, évidemment, moi je suis enchanté de ce colloque, de la richesse, de sa diversité, de tout ce qu'il a apporté, les différents responsables d'Axe
qui sont intervenus ont bien montré à la fois ce que les axes pouvaient apporter et ce qu'ils pouvaient recevoir d'une thématique des communs. Alors, je prenais la parole juste pour dire que, pour ma part, mais je pense que ça sera fait, je souhaiterais vivement que du côté de la direction de la MSH, on pense à un prolongement, à un suivi de tout ça, hein, et à une mise en musique de tout ça. Alors, je veux dire, il faut laisser bien sûr aux choses le temps de se décanter, hein, et que des grandes orientations apparaissent. Mais moi, je serais très heureux, hein, de voir que la MSH tire les enseignements de ce colloque dans ses pratiques et dans l'animation de ses activités. Voilà, c'est pour dire donc que je suis en attente des suites de ce colloque. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci Benjamin, on entend bien l'appel et on trouvera des réponses en prenant le temps. Mais merci beaucoup. Guilherme, là, cette fois-ci, je peux vous passer la parole. Très bien. Bonjour, et je me joins aux remerciements de tous pour ce beau colloque qui vraiment alimente notre réflexion sur plusieurs points. Je voulais simplement abonder encore dans le sens de ce qu'a dit Philippe Bouquillon, et je parle là en tant que coordonnateur d'un thème à l'intérieur de l'axe 1, le thème environnement virtuel et création, pour dire combien il est utile, je dirais même indispensable pour tout l'univers de la création numérique et en particulier dans ce qui concerne le numérique pour la création d'environnements au sens multiple que l'on voudra, l'importance, combien c'est indispensable de penser les communs justement parce que nous sommes de plus en plus dans un type d'environnement, d'écosystème numérique d'information qui, à ce que je vois et en écoutant les autres collègues parler également, dépend de ce type de partage-là, dépend pour sa santé, pour sa survivabilité, face aux difficultés économiques, sanitaires, sociales, politiques que l'on peut rencontrer, dépend justement d'un renforcement de cette capacité à générer des communs, à construire de nouvelles manières de faire circuler et de faire proliférer ces connaissances-là. Effectivement, comme l'avait dit déjà Philippe, les rapports interaxes apparaissent à travers ce regard porté du point de vue des communs, les rapports interaxes apparaissent encore plus, disons, nécessaires et fertiles à mon avis, puisque toutes sortes de recherches qui portent sur comment fonctionne ce que veut même dire les communs pour l'un de nos axes, on le voit bien, trouvent des échos dans plein d'autres axes. Et c'est tout à fait intéressant pour moi, je pense, de penser comment on trouve des points communs entre la réflexion sur la création numérique d'environnement virtuel et la réflexion sur qu'est-ce que c'est que penser la santé comme bien commun. Ce sont des sujets a priori assez éloignés, mais on voit là de quelle manière nos possibilités de dialogue apparaissent, et je trouve que c'est extrêmement utile pour nous tous. Et on sait bien, en regardant l'histoire de la recherche en général, combien, de façon inopinée, inattendue, des trouvailles conceptuelles, théoriques, ou des trouvailles techniques, technologiques, dans un domaine peuvent avoir des impacts sur d'autres domaines, vraiment de façon inattendue par l'un ou l'autre, mais qui n'apparaissent que quand il y a ce type de dialogue. Donc c'est ça aussi, je pense, qui aura un impact sur les orientations que l'on va donner. Disons, c'est comme ça que je vois une manière d'intégrer tout ce qui a été dit dans ce colloque-là dans nos axes de recherche. Merci Guilherme. Un autre coordonnateur. Emmanuel ?
Non, juste pour compléter, remercier effectivement tout le monde à la fois pour l'organisation, et j'ai trouvé que même à distance, ça se passait de manière la plus interactive et la plus conviviale possible. Donc je tenais à vous remercier toutes les organisatrices et dire aussi que comme Benjamin, moi je serais effectivement très heureuse de pouvoir poursuivre la réflexion, que ça se traduise en une série peut-être de réunions où on réfléchit vraiment interaxe, comment tirer ce fil des communs pour penser effectivement la MSH comme un lieu où ça se pense peut-être de manière aussi un peu différente de d'autres lieux, avec cette question de l'internationalisation, cette question des méthodes, cette question du politique, du passage des communs à l'espace public, à la citoyenneté. Donc moi, je serais tout à fait partante, en tout cas. Voilà. Merci. Merci Emmanuel. Alors Anne Cédès, directrice de la MSH Paris Nord, voudrait dire un mot. Oui, alors je voudrais dire un mot qui n'est pas du tout un mot conclusif, mais justement pour aller dans le sens de ce que nous a transmis Benjamin, Guilherme, Emmanuel et tout le monde. Moi, je pense qu'en effet, il y a un travail à faire qui pourrait peut-être se faire d'ailleurs dans le cadre d'un séminaire interaxe qui concernerait vraiment des questions d'épistémologie, puisque nous travaillons ici dans l'interdisciplinarité, transdisciplinarité, on pourrait dire même dans l'indiscipline, et c'est tant mieux. La grande leçon de Benjamin Coriat en ouvrant ce colloque hier, c'est de nous avoir justement offert un cadre épistémologique en nous rappelant les grandes dates et les grands auteurs, si on peut dire. Et c'est à partir de ce cadre-là que je crois on peut travailler justement dans l'indiscipline toute la fertilité des notions qui sont autour du commun, hein, sans aller trop loin, par exemple de façon un peu anecdotique dans des questions techniques. Quand j'écoutais tout à l'heure un des intervenants, j'entendais parler, mais je crois que c'était encore Benjamin Coriat, hein, j'entendais parler de propriété, d'attributs, de polycentrisme, etc. Tout ça, par exemple, ce sont des termes qu'on utilise, par exemple, en programmation orientée à objet, quand on compose, en fait, de nos jours, et même quand on compose de la musique, on compose des objets avec leurs propriétés, leurs attributs, etc. C'est dire combien il peut y avoir des échos, en fait, des comparaisons, et donc des moyens de penser à un futur, un sociétal. Hein. Si l'on compare, si on dialogue les uns avec les autres et en dehors des cloisonnements disciplinaires habituels. Hein. Je rappelle que le colloque s'appelait « Sociétés et savoirs », tout ça au pluriel. Hein. Quelle place pour la fabrique des communs ? Peut-être que la recherche l'approfondissement d'un travail épistémologique interdisciplinaire et dans toute notre indiscipline commune pourrait être une entrée constructive. Voilà, merci. Je passe la parole à Marianne. Qui va conclure ce colloque, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Oui ? Alors, moi je ne la vois pas, c'est quelle petite main ? Non, alors il n'y a pas de petite main. Voilà, donc ainsi se termine ce colloque. Donc au nom de la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, je remercie tous les intervenants au colloque et également Rémi Cotel et Nicolas Barbu à la technique, Flavie Janin à la communication et Rachel Epardou au back-office. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour un prochain colloque, peut-être sur la symbiose.